Le vénétoclax est un inhibiteur BCL2, une protéine anti-apoptotique surexprimée dans les cellules leucémiques. C'est un anticancéreux oral qui se présente sous forme de comprimés de 10, 50 ou 100 mg, facilitant l'augmentation progressive des doses. Les indications AMM sont, début 2021, restreintes à la leucémie lymphoïde chronique, la LLC. En monothérapie, en présence de délétion 17P ou de mutation TP53 chez les patients inéligibles ou en échec à un anti-CD20, ou en l'absence de délétion 17P ou de mutation TP53 chez les patients en échec à la fois à une chimio-immunothérapie et à un anti-CD20. Le vénétoclax est également indiqué en association avec un anti-CD20, soit avec le rituximab pour le traitement de la LLC après au moins un traitement antérieur, soit dans une indication non encore remboursée avec l'obinutuzumab dans la LLC non précédemment traitée. Il faut de même s'attendre à de prochaines indications dans d'autres hémopathies malignes, lymphoïdes ou non, notamment dans la leucémie aiguë myéloïde. Passons à son mode d'administration très précis. La posologie est de 20 mg par jour pendant 7 jours, puis augmentée par palier hebdomadaire sur 5 semaines jusqu'à atteindre la dose de 400 mg par jour. Ce schéma permet de limiter le risque de syndrome de lisse tumorale que j'évoquerai après. En fonction de la tolérance, une adaptation des doses est possible de 10 à 300 mg par jour. Les comprimés sont à prendre à heure fixe, au cours d'un repas, à avaler entier avec un verre d'eau. En cas d'oubli, la dose peut être prise si le retard est inférieur à 8 heures. Mais en cas de vomissement, ne pas prendre de prise supplémentaire et attendre la prise suivante. Sur les conditions de prescription et de délivrance, le vénétoclax est disponible en pharmacie de ville, mais il reste soumis à prescription initiale hospitalière, réservée aux spécialistes en hématologie ou aux médecins compétents en maladies du sang, avec une surveillance particulière pendant le traitement. Parlons maintenant des effets indésirables qu'il conviendra d'évaluer en continu, car la plupart du temps maîtrisables. L'effet indésirable le plus immédiatement redouté est le syndrome de lisse tumorale qui entraîne hyperphosphatémie, hypocalcémie, hyperuricémie et hyperkaliémie. Il est maîtrisé par une phase de titration de 5 semaines au cours de laquelle la posologie est progressivement augmentée. L'hydratation doit être abondante, 2 litres d'eau par jour durant les 2 jours précédant la première dose, puis durant les 2 jours précédant chaque augmentation de dose. L'hydratation peut être faite par voie intraveineuse. Il est possible d'utiliser des agents hypouricémiants, comme l'allopurinol, 2 à 3 jours avant le début du traitement, puis durant la période de titration. Les patients à risque sont ceux avec une masse tumorale élevée, des comorbidités ou une anomalie de la fonction rénale. Les symptômes sont variables: nausées, vomissements, diarrhée, crampes ou contractions musculaires, miction moins fréquente, confusion. La surveillance se fait par un bilan biochimique. Le vénétoclax expose également le patient à des effets indésirables hématologiques, le plus fréquemment anémie et neutropénie, pour lesquels une surveillance de la NFS est régulière. Un arrêt temporaire du traitement doit être décidé si les PNN descendent sous la barre de 1 G par litre ou l'hémoglobine en dessous de 8 g par décilitre. Le vénétoclax peut entraîner des infections, la surveillance des signes d'alerte est essentielle, notamment fièvre et frisson, avec consultation médicale si la température dépasse les 38,5 degrés. Les mesures barrières sont à encourager, notamment en cas de neutropénie. Et les vaccinations contre la grippe et le pneumocoque sont recommandées. La survenue fréquente de diarrhée peut être prévenue par des mesures diététiques appropriées, comme favoriser un apport hydrique important tout en évitant les épices, les jus de fruits ou les laitages. La prise en charge de ces diarrhées peut nécessiter la prescription d'un antidiarrhéique si besoin, comme le loperamide. A l'inverse, des constipations peuvent se manifester vis-à-vis desquelles une alimentation adaptée, riche en fibres, doit être conseillée et une hydratation abondante. La prescription de traitements laxatifs est possible. Une toxicité digestive peut se manifester aussi par des nausées et vomissements. Des règles hygiéno-diététiques adaptées comme une alimentation préférentiellement froide et fractionnée pourront si besoin être complétées par la prescription d'un antiémétique de type neuroleptique. En cas de fatigue, une activité sportive adaptée et régulière est à encourager.
Les effets indésirables symptomatiques et résistants au traitement de support peuvent être pris en charge efficacement par une réduction de dose selon une balance bénéfice-risque à évaluer au cas par cas. Certaines recommandations sont à prendre en compte selon le profil des patients. D'abord, chez les insuffisants hépatiques, la métabolisation par le foie est majeure. Aucune adaptation de la posologie n'est nécessaire en cas d'insuffisance hépatique légère, mais une surveillance étroite s'impose en cas d'insuffisance hépatique modérée car le risque d'effet indésirable est majoré. En l'absence de données, le vénétoclax est non recommandé en cas d'insuffisance hépatique sévère. L'élimination rénale est mineure, donc aucune adaptation de la posologie n'est recommandée en cas d'insuffisance rénale légère ou modérée. Le traitement est à éviter chez les patients avec une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute. Une contraception mécanique est obligatoire chez les femmes et les hommes pendant le traitement et pendant au moins 1 mois après la fin du traitement. Le traitement est contre-indiqué en cas de grossesse et allaitement. Pour finir, abordons les interactions médicamenteuses. Le vénétoclax est un substrat du cytochrome 3 à 4 et, dans une moindre mesure, de transporteurs, la glycoprotéine P, PGP et la BCRP. C'est également un inhibiteur modéré de ces deux protéines de transport. Il existe donc une interaction majeure avec les inhibiteurs puissants du cytochrome 3 à 4 avec une augmentation des concentrations plasmatiques de vénétoclax très importante, de 3 à 8 fois selon l'inhibiteur, et un risque important de majoration des toxicités du vénétoclax. Il faut donc impérativement diminuer la posologie de vénétoclax en cas d'association avec un inhibiteur puissant tel que antihypertenseur et antiarythmique, le diltiazem, le verapamil, l'amiodarone, des antifongiques azolés, des antibiotiques macrolides et des inhibiteurs de protéase. Il existe également une interaction majeure avec les inducteurs puissants du cytochrome 3 à 4. Une diminution des concentrations plasmatiques de vénétoclax pourrait entraîner un risque d'échec thérapeutique. Les inducteurs puissants du cytochrome 3 à 4 sont les antiépileptiques, la carbamazépine, phénitoïne, phénobarbital, la rifampicine et la dexaméthasone. Le vénétoclax étant substrat de la PGP et de la BCRP, il faudra être vigilant avec les inducteurs et inhibiteurs de ces protéines de transport. Étant inhibiteur PGP, le vénétoclax peut aussi perturber la pharmacocinétique des traitements substrats de la PGP comme les digitaliques, les NACO, le rivaroxaban, le dabigatran, certains antirétroviraux, maraviroc, sakinavir, les immunosuppresseurs, cyclosporine, tacrolimus, sirolimus, everolimus. Il existe également des interactions possibles de phytothérapie avec le vénétoclax. Il est préférable d'éviter de consommer ces aliments pendant la durée du traitement. En particulier, il convient d'éviter les inhibiteurs du cytochrome 3 à 4, comme le jus de pamplemousse, le jus d'orange amer ou orange de Séville, la grenade qui est à la mode, le ginseng, le ginkgo biloba, le curcuma ou le chardon-marie, et d'éviter de même les inducteurs du cytochrome 3 à 4, le millepertuis, les échinacées, le kava-kava ou bien l'ail. Retrouvez l'ensemble de ces informations sur la plaquette en ligne.